Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année pour Sony, hein. On est le 15 décembre, on a fait une grosse séquence de webinaires là, depuis la fusion entre Sony et SPPI Finance qui est intervenue d'un point de vue officiel le 7 novembre. Aujourd'hui, on va être dans le cœur du réacteur de l'ADN de Sony, c'est-à-dire la gestion obligataire, la gestion de fonds datés. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter sur l'univers obligataire aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que tout le monde dit à peu près ça, hein. Effectivement, le champ des possibles s'est beaucoup élargi, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut être prudent. C'est pas parce que l'univers tout d'un coup apparaît s'être éclairci qu'il faut faire n'importe quoi. Bien au contraire, nous on pense que dans ces moments-là, il faut pas baisser la garde, faut être diligent, faire attention à ce qu'on fait. Et mes deux acolytes, Dimitri et Kevin, sont là pour être les gardiens du temple, de pas faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est pour ça qu'ils sont là et c'est pour ça que je leur fais une totale confiance. Et c'est tout l'idée de ce déroulé de webinaire qu'on va essayer de mettre en œuvre. On a pour une trentaine de minutes. Bon, vous connaissez l'exercice, hein, vous avez un onglet questions en bas à droite, donc n'hésitez pas à poser les questions diverses et variées. Comme d'habitude chez Sony, il n'y a pas de tabou. Toutes les questions sont bonnes à poser, on tâchera d'y répondre. Et comme d'habitude également, si on ne trouve pas le temps d'y répondre dans sa totalité, Blaise et moi, on se fera un plaisir de vous rappeler pour répondre aux questions qu'on n'aura pas eu le temps d'adresser. Voilà, allez, on est parti. Dernier webinaire en plus avant le week-end, donc c'est formidable. Alors, quelques rappels pour ceux qui auraient été sur Mars au cours du dernier mois. Sony Asset Management et SPP Finance se sont mariés, voilà, pour donner un très joli nouveau logo de Sony, vous voyez en bas. C'est une fusion d'expertise, c'est une fusion d'hommes. Voilà, on en a le bon exemple aujourd'hui entre Dimitri et Kevin. Un ADN de gestion obligataire qui va être bien évidemment renforcé. L'ADN de Chef sur Prince sur les obligations, vous connaissez très bien. La taille va être aussi renforcée puisqu'aujourd'hui, voilà, Sony, ça va peser un peu plus d'1 milliard d'euros. C'est deux acteurs qui étaient indépendants, qui vont rester indépendants, et ça pour moi c'est un élément fondamental. On s'adresse à des indépendants, on est indépendant. Bon, on se bagarre dans cet univers où de plus en plus de gens sont rachetés, grossissent et patati et patata, et nous on a cette ferme volonté d'être indépendant et c'est une valeur qui nous va, je crois, assez bien au teint. Un nombre de pôles d'expertise important, un nombre de collaborateurs qui est d'une petite vingtaine, et surtout des expertises qui ont grossi. Alors là, on va parler évidemment de l'ADN obligataire de Sony, c'est tout le sujet de maintenant. L'ADN action, on y reviendra. La gestion diversifiée, on a fait un long webinaire avec Eric Rollier, le patron de la gestion, il y a 15 jours, qui a été assez passionnant. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent revoir ce webinaire ou voir tout simplement ce webinaire sur la gestion diversifiée chez Sony, en tout cas sur la nouvelle gestion diversifiée chez Sony, mettez un petit mot dans les questions, dans le chat. Je vous renverrai cette présentation qui a été vraiment très appréciée, qui a été très riche et qui montre qu'aujourd'hui, les savoir-faire de Sony sont de plus en plus importants. Des pôles de gestion qui ont été très étoffés. Une partie ESG, alors c'est un vrai sujet d'ailleurs, qui va être aussi le combiné de ce qu'on va dire après, qui était un peu au balbutiement de chez Sony. C'est vrai que l'ESG chez Sony, c'est pas ce qu'on avait fait de mieux. En revanche, SPPI Finance nous apporte une grosse expertise sur cette partie-là. On va le voir tout à l'heure quand on va parler de Sony Green Bonds 2028, qui est le premier véritable fonds Sony avec cet ADN très ESG que SPPI nous apporte. Donc, un gain en cours d'expérience qui est assez fort. Et puis plein de nouveaux savoir-faire, l'ESG en fait partie, la gestion sous mandat, la gestion diversifiée, enfin bon, on est très content de ce qu'on est en train de faire, et tant mieux, me direz-vous, et donc il y a beaucoup de choses à raconter, et on ne manquera pas au cours des prochaines semaines et des prochains mois de vous raconter cette histoire qui nous semble être assez sexy et assez intéressante pour l'ensemble des clients que vous pouvez adresser. Avant de rentrer dans le détail des fonds datés, un petit point de nouveau sur la gamme obligataire de fonds ouverts chez Sony. Parce que la vraie question qu'on va devoir se poser quand même, et je pense que c'est le slide d'après, c'est de dire est-ce qu'il y a un match entre fonds datés et fonds ouverts? C'est une question historique, hein, elle a le mérite de se poser. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on ne veut pas faire fonds datés, il y a des fonds ouverts. Et les fonds ouverts chez Sony, aujourd'hui, ça ressemble à ce que vous avez à l'écran. Un fonds short duration. Donc, short duration, c'est quoi? C'est des durées très courtes, hein, autour de 1 an, qui s'appelle Sony Serene Oblique, enfin, qui s'appelle SPPI Serene Oblique, mais le nouveau nom, ce sera Sony Serene Oblique. Donc, un fonds duration courte avec les niveaux de taux qu'on a aujourd'hui, c'est un univers qu'on a redécouvert et qui permet effectivement de faire plein de choses pour une certaine typologie de clients. Donc, on est ravis d'avoir ce fonds-là dans la gamme. Un peu en dessous, un fonds avec un spectre bien plus large sur l'univers obligataire qui s'appelle Multi-Oblig, qui va absorber notre fonds historique euro stratégique, qui va être un fonds multi-stratégie obligataire. Et à force de vous dire qu'il faut faire du crédit, qu'il faut faire des obligues,
Voilà, le champ des possibles s'est beaucoup élargi, la classe d'actifs est très très large, on peut faire beaucoup de choses. C'est toute l'idée qu'on va essayer de développer au travers de multi-oblique qui est géré par Dimitri. Les perfs sont très bonnes, le news flow est assez bon et on peut imaginer de se projeter sur ce type de fonds-là. On ne voulait pas vous poser de questions sur l'univers obligataire. Acheter un fonds de cette nature, la multistratégie, ça fait vraiment bien le boulot. Et puis après, notre expertise historique de Sunny, donc Sunny Eurocrédit Opportunité, un fonds pur crédit, 100% crédit, avec un minima de 50% de high yield, géré par Kevin. Donc, vous voyez, une bonne complémentarité en termes de gestion sur cette partie-là, avec du crédit, des corporates, avec des govies, avec tout un tas de choses que Dimitri et Kevin font très bien et qui devraient effectivement être un vrai élément intéressant pour les années qui viennent. Et une gamme de fonds datés, on va y venir bien évidemment sur l'étape d'après. Alors l'intro est toujours un peu plus longue que d'habitude parce qu'on reparle de la fusion et de toutes les nouvelles choses qu'on arrive à faire. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors cette slide, je l'adore parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et je veux dire, même quand on ne la pose pas, on la met quand même parce qu'il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui dans l'univers obligataire. Donc, est-ce qu'il y a un match entre fonds datés et fonds ouverts? On a mis de façon ultra synthétique les éléments qu'on pourrait retenir sur ces deux types de fonds que l'on est en capacité de gérer aujourd'hui chez nous. Bon, les fonds datés, c'est simple. C'est plus simple en termes de commercialisation, c'est ultra lisible et on a une visibilité sur le client final. Donc, globalement, on explique que là, on a une durée avec un nom et une date, on a un taux, on fait du portage et globalement, on a une très bonne visibilité sur ce qui se passe sur ces fonds datés. Avec d'autres contraintes, mais en tout cas, en termes de commercialisation, de visibilité, c'est ultra confort et c'est une bonne manière, en tout cas, pour des clients qui avaient oublié cet univers obligataire, de redécouvrir cet univers obligataire. À côté de ça, sur la partie des fonds ouverts, c'est vraiment différent. Alors, les sous-jacents ne sont pas fondamentalement différents, mais ce qui est vraiment différent, c'est cette capacité à s'adapter à un environnement qui peut bouger. Dans un fonds daté, une fois que vous avez acheté un fonds daté, vous êtes porté par l'environnement sans avoir de capacité à être flexible et à faire d'autres choses. Dans un fonds ouvert, c'est ce qui change radicalement la donne, et c'est ce que Dimitri et Kevin font très bien, c'est qu'on peut s'adapter aux changements de marché. On a potentiellement, bien évidemment, avec ces adaptations, une capacité à avoir plus de rendement, voilà. Mais voilà, cette flexibilité, c'est un élément qui est radicalement différent. Alors, les deux ne s'opposent pas, c'est un peu ça la conclusion. Les deux ne s'opposent pas. Ça correspond peut-être à des typologies de clients différents, à des prises de risques différents, mais au bout du compte, je pense que le message fort du moment, c'est qu'il faut faire du crédit aujourd'hui. Enfin, la question ne se pose même plus. Maintenant, c'est comment on l'adresse. Ça va dépendre aussi du confort de chacun, de la manière dont vous vous sentez à l'aise avec l'une ou l'autre des parties. Sachant que c'est Sunny, on sait faire les deux. Voilà. Et les deux, ils sont faits par les deux que vous avez à l'écran, Dimitri et Kevin. Et c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est que un gérant obligataire chez Sunny aujourd'hui, il est capable de s'adapter à ces deux manières de travailler. Et ça, c'est un élément qui est vraiment essentiel si on veut se projeter sur la durée sur l'univers obligataire. Voilà, donc là, vous avez à peu près tous les éléments en magasin pour vous faire une idée de ce qu'on est en train de faire. Alors, quand on rentre dans les fonds datés, la nouvelle gamme de fonds datés chez Sunny, c'est Sunny Green Bonds 2028 et Sunny Opportune 2029. Donc, deux choses très différentes. Voilà. Un fonds Green Bonds 2028. Je vais laisser Dimitri raconter toute l'histoire tout à l'heure sur ce que c'est un Green Bond, ce qu'on peut en attendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un investissement qui est plutôt investment grade, enfin quasi exclusivement même investment grade. Donc ça, c'est intéressant parce que sur ce type de véhicule, il n'y a pas de risque de crédit. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Évidemment, la rentabilité attendue ne va pas être la même que ce qu'on pourrait imaginer sur une opportunité 2029 sur laquelle la prise de risque va être un petit peu différente. Mais en tout cas, c'est une bonne manière d'adresser l'ESG et on verra tout à l'heure pour quelles raisons. Et j'irai avec Dimitri vous expliquer comment un Green Bond fonctionne, ce que ça peut attendre, ce que vous pouvez raconter surtout à vos clients sur cet univers-là. Et puis de l'autre côté, du vrai boom picking obligataire, là c'est vraiment du choix de dossier où Kevin va déployer toute son expertise pour aller chercher des dossiers sans a priori, voilà, en essayant d'optimiser évidemment ce fameux couple que j'aime beaucoup, qui est le rendement risque. Donc pour effectivement essayer de trouver des rendements attractifs, un rendement bien évidemment qui sera supérieur à ce qu'on peut trouver sur Green Bonds 2028, avec une prise de risque qui n'est pas la même non plus. Donc une offre qui est très complémentaire, qui peut être mixée l'une avec l'autre d'ailleurs, avec des pondérations différentes en fonction des clients, mais en tout cas quelque chose sur lequel on peut bien se projeter et sur lequel il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est finalement ça aussi notre métier, c'est de raconter des histoires et de pouvoir essayer de nous projeter sur des idées qui peuvent avoir du sens pour les clients finaux. Voilà, j'ai été bavard plus que d'habitude, si toutefois c'était possible. Dimitri, je te laisse la main avec ce joli slide où il y a du soleil et des arbres. Bon, ça c'est un très sunny, donc je suis assez ravi. Donc je te laisse la main pour
tu nous fasses le pitch sur les green bonds, voir un peu ce que c'est et rentrer dans le détail de ce que j'imagine beaucoup de gens comme moi, il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi, avaient un peu oublié ce que c'était et n'avaient pas forcément une vision très claire de ce qu'était un green bond. Laisse la main, Dimitri, à toi de jouer. Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis très content de continuer sur la lancée des webinaires sur l'obligataire pour vous présenter avec Kevin ces deux fonds datés, des fonds, comme tu le disais Christophe, qui sont très différents et très complémentaires. Parce que le premier fonds duquel on va parler, c'est le fonds Green Bond. Alors, on va faire un petit peu de technique pour expliquer ce que c'est qu'un Green Bond. C'est vraiment une obligation très particulière et qui a des propriétés bien distinctes du reste des obligations du marché obligataire. Si on prend le marché obligataire dans son ensemble, il y a les obligations classiques qu'on connaît tous. Et ensuite, il y a des obligations qui vont avoir un lien spécifique avec des normes ESG, que ce soit environnement, social. Et c'est là où ça va être intéressant pour le fonds Green Bond, c'est d'aller se placer sur cet environnement des obligations un peu spécifiques, tiltées ESG. Alors, il y a plusieurs obligations qui répondent à ces critères. Si on part de l'obligation classique qui n'a aucun lien, ensuite on a les obligations qu'on appelle les Sustainability Linked Bonds, qui ne font pas l'objet de ce fonds Green Bond, parce que ces Sustainability Linked Bonds sont émises avec des données, par exemple, sur les émissions de CO2 ou sur d'autres types d'émissions de gaz à effet de serre, qui vont faire que le coupon de l'obligation va pouvoir être augmenté si l'entreprise ne respecte pas certains critères qui ont été indiqués lors de l'émission. Donc, ce sont finalement des obligations où il y a un peu une pénalité pour l'émetteur s'il ne respecte pas des obligations sur ces émissions. Mais l'argent qui est levé par les entreprises avec ces obligations n'est pas dirigé spécifiquement sur des problématiques environnementales ou sociales. Ensuite, vous avez les obligations où il y a vraiment un projet particulier qui est financé avec les émissions. Vous avez les green bonds, d'où avec les projets qui vont être justement alloués à des enjeux environnementaux, climatiques. Ça peut être du solaire, ça peut être de l'éolien, donc il y a toute la partie énergie verte, énergie renouvelable. Ou ça peut être des projets tout simplement à impact environnementaux positif. Donc ça, c'est vraiment le green bond et c'est le cœur du portefeuille. Vous avez d'autres types d'obligations qui sont les social bonds, donc des bonds à vocation sociale, de l'amélioration de données sociales au sein des sociétés. Donc ça peut être sur le logement, ça peut être sur l'emploi, ça peut être une aide aux minorités dans certains pays, ça peut être plein de choses comme ça qui constituent une autre catégorie d'obligations. Et ensuite, vous avez les sustainable bonds, donc les obligations qui sont à la fois avec des objectifs environnementaux et sociaux. C'est les deux ensemble au sein d'une même émission. Nous, ce qu'on a voulu retenir pour ce fonds vraiment à vocation ESG fort, on a voulu mettre l'accent sur le côté environnemental. Donc, on a sélectionné plutôt les green bonds et les sustainable bonds de façon à avoir un financement de l'ensemble des obligations dans le portefeuille qui seront allouées soit à 100% sur du caractère environnemental, donc comme les green bonds, soit au moins en partie, comme les sustainable bonds, à des projets environnementaux. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait et c'est quelque chose de très précis et de très normé. Sur la catégorie d'émetteurs, il y a le bassin d'émetteurs est très large. Il y a des financières, parce que on va pouvoir financer des banques pour qu'elles-mêmes aillent sélectionner des projets bien spécifiques sur des projets environnementaux. Il y a les gouvernements ou des agences gouvernementales, ça peut être la Caisse des dépôts, ça peut être BPI France, ça peut être les régions, ça peut être des entreprises de réseau comme la SNCF, par exemple, pour vous donner des exemples français. Et ensuite, on a toutes les entreprises privées, notamment fournisseurs d'énergie, des industriels qui vont avoir besoin d'émettre des obligations pour financer des projets spécifiques liés à l'environnement, aux émissions de CO2, aux gaz à effet de serre, etc.
On a une taille du marché qui a vraiment évolué depuis 2017. Entre 2017 et 2021, il y a eu une explosion du nombre de green bonds dans le marché. 2021-2023, on était un peu sur un plateau, quand même autour de 200 milliards par an émis, ce qui est beaucoup, et on s'attend à 2024 à un montant au moins similaire, entre 200 et 250 milliards sur l'année 2024, et notamment au cours du premier trimestre 2024, ce qui va justement aider à apporter encore plus de matière dans l'univers pour ce fonds daté à échéance 2028. Nous avons ici un détail des différents projets sur la partie Green Bond. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être à la fois sur de l'énergie, l'éolien et le solaire notamment, mais ça peut être aussi sur la typologie des usines ou des bâtiments qui sont créés chez les entreprises pour avoir moins d'émissions, pour être mieux intégré dans l'environnement et plus respectueux de l'environnement. On a toute la partie sur les transports, sur la gestion des déchets, sur la pollution de l'eau, etc. Donc, il y a vraiment un nombre de sujets très hétérogènes et on voit que ça couvre vraiment toute une partie de la production chez les entreprises et c'est quelque chose de très riche aujourd'hui sur ce thème-là. Et on a l'exemple avec l'émetteur Energia de Portugal, donc EDP. Ce qui est important de noter sur la partie Green Bond, c'est que en termes juridiques, c'est très normé. On a une norme européenne qui avec l'International Capital Market Association, l'ICMA, a publié des principes pour les émissions de Green Bonds, ce qu'on appelle les Green Bond Principles, où on a un certain nombre de choses à respecter pour que les obligations soient dites green. On a notamment une sélection de projets qui est très stricte. On a une vérification de la bonne allocation des montants levés sur les marchés pour les projets justement susmentionnés. On a des vérifications sur les gains, par exemple, de CO2 ou de limitation des émissions qui résultent de ces projets. Et le quatrième point très important, et c'est ce qu'on voit sur cette slide-là, c'est la partie reporting. Il y a une obligation de reporting annuel qui est très stricte. C'est des reportings qui sont vraiment lourds avec énormément de données. Et là, c'est un exemple de ce que fait un émetteur EDP sur l'ensemble des obligations Green Bond qu'ils ont pu émettre, les projets qui ont été financés, vraiment en particulier, avec quelle technologie, quelle région, les gains qui ont pu être faits en termes de CO2 ou en termes de nouvelles capacités de production quand il s'agit de l'éolien ou du solaire. Donc, c'est quelque chose de très précis, de très normé, de très vérifié. Et c'est ça, justement, qui donne tout son sens à cet investissement. C'est quand on investit dans un green bond, on a la certitude qu'il y a un vrai suivi, aussi bien du côté de l'émetteur, du reporting que des régulateurs, pour s'assurer que ces fonds sont bien alloués là où... Est-ce que, c'est la première question qu'on se pose quand on parle de green bond et qu'on découvre ce marché, c'est est-ce que finalement il n'y a pas une prime à payer pour financer des entreprises via des green bonds? La réponse dans le marché est non. Il n'y a pas de différence en fait. On ne perd pas en rendement, on ne perd pas en performance de portage si on investit sur des obligations green bond. Alors on vous a mis quelques exemples sur des émetteurs à la fois français et connus. Comme Vinci, La Poste et BNP, avec à chaque fois vous avez deux obligations, l'obligation Green Bond avec le petit pictogramme de la feuille et l'obligation classique de notation équivalente, donc de même rang, il n'y a pas de différence de subordination entre les deux, et d'une maturité équivalente. Et on se rend compte que finalement, il y a des tout petits écarts de quelques BP, mais parfois ça peut être à l'avantage d'une Green Bond, parfois ça peut être à l'avantage d'une obligation qui n'est pas Green Bond. Donc, la conclusion, c'est clairement il n'y a pas de différence aujourd'hui de rendement sur les green bonds comparé aux obligations classiques. Alors, est-ce que ça va venir dans les années à venir? C'est pas impossible, parce que peut-être qu'il y aura beaucoup plus de monde qui cherchera à aller sur ces green bonds. À la limite, tant mieux, parce que nous qui nous positionnons aujourd'hui sur ces green bonds, s'il y a un renchérissement des green bonds de par leur nature green, eh ben, tant mieux, on va en profiter en étant investi aujourd'hui. Et en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on ne perd pas de rendement, de performance à aller sur ces obligations green bond aujourd'hui.
Donc le marché des green bonds est quand même assez large aujourd'hui. Nous, on a limité pour des questions de liquidité, on a limité la recherche à des souches qui font au moins 250 millions d'euros. On est sur un marché, en tout cas sur ce fonds, qui sera sur des obligations libellées en euros uniquement, et avec cette caractéristique de green bonds et sustainable bonds. Aujourd'hui, ce marché représente plus de 1200 obligations, dont plus de 1000 purement green bonds, pour plus de 1000 milliards d'euros émis sur les dernières années. Donc c'est un marché qui est très large, qui est déjà conséquent. On l'a vu sur les montants d'émissions qui ont eu lieu depuis 2020 notamment, sur une palette d'émetteurs qui va des financières aux États ou aux parapublics et aux entreprises privées, notamment des utilities, de l'industrie, qui sont très présents sur ces problématiques-là et qui ont besoin assez fort sur le financement de projets green. Aujourd'hui, on vous présente un fonds Green Bonds à échéance 2028. Donc, on a fait un peu un focus, un zoom sur cet univers qui est large, en sélectionnant les maturités qui correspondent à la maturité du fonds daté. Donc, on a réduit les maturités entre 2027 et début 2029 pour correspondre à l'échéance du fonds. Et on se rend compte que l'univers est encore largement assez large pour à la fois avoir de la diversification et de la sélectivité sur les obligations et sur les émetteurs. Aujourd'hui, on a 370 obligations qui correspondent à ces critères, qui sont en euros avec une bonne liquidité et qui sont dans un range de maturité qui est tout à fait cohérent avec la maturité du fonds Green Bonds 2028. On vous présente ici un exemple de portefeuille cible. Alors, c'est un portefeuille cible théorique qui a été constitué sur les derniers jours et dernières semaines, qui serait probablement une bonne image du portefeuille s'il avait déjà été créé et déjà investi. On est sur un portefeuille qui est globalement très diversifié en termes de typologie d'obligations. On a des assurances, on a des obligations bancaires qui soient sécurisées, soit senior preferred ou non preferred. On a des obligations d'État et parapublic. On a un petit peu de high yield. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire sur le marché du green bond, c'est que par définition, c'est beaucoup d'émetteurs, que ce soit publics ou d'entreprises privées, qui sont des émetteurs avec un bilan très solide. Et par définition, la quasi-intégralité des green bonds dans le marché sont aujourd'hui émis par des émetteurs qui sont notés largement investment grade, sur du triple B+, même du simple A pour la plupart. Et donc, le gisement sur les obligations high yield est relativement faible. Et c'est pour ça qu'on a choisi à la fois d'en mettre très peu dans le portefeuille, mais surtout pour que ce portefeuille Green Bond 2028 soit vraiment investment grade. On verra tout à l'heure la notation moyenne du portefeuille. Et cette partie high yield est très faible. On a des entreprises privées investment grade, comme je vous le disais, en majeure partie dans le fonds, et quelques hybrides qui existent aussi sur ce marché. On a un taux actuariel aujourd'hui qui est un rendement actuariel brut qui est supérieur à 3,4%, avec un objectif du fonds en termes de performance d'avoir un rendement brut qui est supérieur à l'OAT 5 ans plus 100 points de base, donc plus 1%. C'est un objectif tout à fait acceptable étant donné qu'il y a du crédit dans le portefeuille et ça donne quand même un vrai surplus de rendement par rapport à une OAT classique sans spread. On est sur un portefeuille qui est de qualité largement investment grade, parce que plus de 90% du portefeuille statutairement sera investi sur des obligations investment grade. Et on a aujourd'hui une notation moyenne du fonds tel que le portefeuille cible qu'on vous a montré précédemment, qui est entre triple B+ et A-, donc une qualité crédit extrêmement solide, avec des pondérations qui ne dépassent pas les 2,5% par ligne, donc une vraie diversification au sein du portefeuille, et les lignes qui sont high yield. Alors sur le high yield, on a mis de côté tout ce qui est simple B et moins bien noté, donc simple B et triple C ne sera absolument pas présent du portefeuille. Et sur les lignes qui sont high yield double B, on se limite à 1,5% du portefeuille de façon statutaire, sachant qu'aujourd'hui dans le portefeuille cible, les lignes high yield ne représentent pas plus de 0,5% du portefeuille. Donc on a un nombre de lignes en portefeuille entre 70 et 80, là on est autour de 75 sur le portefeuille cible, donc encore une fois très diversifié, et avec 100% des obligations dans le portefeuille qui seront green et sustainable.
Alors, moi, je vais juste conclure sur ce que tu viens de dire parce que, alors déjà, moi, je trouve ça excellent. J'imagine que, comme moi, vous avez dû apprendre plein de choses parce que, effectivement, on redécouvre cet univers de Green Bonds qu'on avait un petit peu oublié. Et moi, qui avais été un peu moins, enfin, moi, Sony, qui avait été un peu moins 10 ans sur l'univers EDG, ce qui m'intéresse véritablement dans ce qu'on vient de décrire là, c'est que pour le client final, à la fin, quand même, et c'est ça qui compte, que vous achetiez une obligation senior, La Poste, BNP Paribas ou Vinci qu'on a montré tout à l'heure, ou l'obligation Green Bonds, à la fin, pour le client final, c'est le même risque, c'est la même rémunération, c'est la même duration et c'est le même gain en argent. Donc, à la fin, moi, si on me propose de façon assez naturelle de dire finalement, pour prendre le même risque et gagner la même chose, est-ce que tu préfères faire du vert ou pas du vert? Pour résumer de façon très large, bien évidemment, je suis très à l'aise à dire, bien évidemment, je préfère faire du vert. Et ça, avec les premiers contacts qu'on a eus, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses sur les labels, sur le greenwashing et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de sujet. Voilà, c'est très clair, c'est très précis, c'est très normé. Et moi, le faire dans cet état d'esprit-là, ça me va assez bien. Voilà, il n'y a pas de choses trappes de dire oui, mais on fait du vert, donc c'est moins bien rémunéré ou ceci ou cela. Là, on est dans une transparence la plus totale. C'est pour ça qu'on a voulu être le plus précis possible. Ça prend un peu de temps, mais pour tout bien expliquer, qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise, au bout du compte, c'est des vrais projets verts qui sont financés. Voilà. C'est ça qui est important, avec un niveau de rémunération qui est strictement le même. Donc, ce n'est pas le client qui paye le côté vert du truc ou le côté à la mode. Voilà, il n'y a pas d'histoire de mode, il n'y a pas d'histoire de. Voilà, c'est un vrai sujet. Bon, la seule limite, c'est qu'il y a 1000 milliards. Donc, il ne faut pas que le fonds il pèse plus de 1000 milliards, sinon on ne pourra pas faire. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire le fonds-là, mais au-delà de 1000 milliards, on ne pourra pas. Voilà, c'est juste le petit bémol qu'on peut avoir. Merci beaucoup, Dimitri. Si vous avez des questions, on y reviendra évidemment tout à l'heure à la fin. Et là, je vais à l'autre spectre de l'univers avec Kevin pour vous parler de l'opportunité 2029, où là, pour le coup, on va apprendre plein d'autres choses que ce que vient d'expliquer Dimitri très bien à l'instant. À toi, Kevin. Merci Christophe, bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, le deuxième teasing, c'est le lancement d'un fonds daté avec une grosse dominante high yield. Et moi, je démarre cette présentation avec pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de participer à un véhicule exposé au marché du high yield. Bon, cette question-là, pour y répondre, le plus simple, c'est de présenter l'évolution du taux de rendement et la photographie aujourd'hui de ce que donne le gisement du high yield en Europe. Et on constate qu'aujourd'hui, on a des niveaux de taux qui sont supérieurs à 7% de rendement actuariel dans le gisement du high yield. C'est au-dessus de la moyenne des 15 dernières années. Depuis la grande crise financière de 2008, on avait rarement touché ce niveau de rendement aussi attractif de 7%. Et donc, à notre sens, c'est le principal atout de ce fonds, c'est de capter, de verrouiller un taux de rendement et de se laisser porter durant 6 ans en encaissant le carry du fonds, qui est un carry qui est effectivement plutôt attractif. Cette évolution du gisement du high yield et ce taux de 7%, juste sur la slide précédente, Christophe, elle est expliquée par une composante taux, bien sûr. Les taux souverains ont plutôt eu tendance à remonter sur les 24 derniers mois. Et puis, elle est expliquée également par une composante spread qui est remontée également. Et donc, ce réajustement du coût du capital va permettre de retrouver beaucoup plus de sympathie vis-à-vis de la classe d'actifs obligataires et précisément sur la classe d'actifs du crédit, qui retrouve vraiment tout son sens depuis plusieurs trimestres déjà. Alors, ok, on a bien compris qu'il y avait du taux. Maintenant, on va parler du fondamental de ce gisement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans la phase de cycle dans laquelle nous entrons, on est assez confortable pour dire que le fondamental de la majorité des sociétés qui composent ce gisement du high yield, c'est un fondamental qui est plutôt de bonne qualité. En tout cas, lorsque l'on prend le prisme du ratio dette net sur EBITDA, le net leverage que vous avez en haut à gauche de la slide, on constate qu'on rentre dans cette nouvelle phase de cycle avec un levier qui est assez modéré.
hein. On est autour de 2,5 en moyenne dans le spectre high yield. C'est un niveau qui est relativement bas. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les bilans ne sont pas leveragés au global, hein. Bien sûr, après, il y a, au cas par cas, il y a des sociétés qui présentent des bilans surendettés, mais en moyenne, on est plutôt avec des leverages qui sont maîtrisés. En bas à gauche, on a la qualité de cash détenue dans les bilans par rating. Et globalement, ce que l'on peut dire, si on met de côté les entreprises les plus fragiles qui sont notées B3 ou moins, globalement, le reste du marché présente des niveaux de qualité du cash qui sont plutôt bien appréciés. Donc ça aussi, ça tend à légitimer le fait que, le high yield, il y a plus de taux, mais on a quand même des fondamentaux qui sont là derrière nous et qui nous permettent d'appréhender le profil crédit de manière assez sereine. La deuxième question, au-delà du high yield, c'est pourquoi lancer un fonds 2029 ? Alors, historiquement, quand on lançait des fonds datés chez Sony, on avait pris le parti pris d'ailleurs de lancer des fonds plutôt courts, 3, 4, 5 ans maximum. Là, on lance un fonds de 6 ans de maturité. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on estime qu'il va y avoir des opportunités sur les prochains trimestres à aller s'exposer sur cette durée de vie relativement lointaine. Le premier élément, c'est que dans le monde du high yield, on a un mur de dette qui arrive à grands pas, qui est un mur de dette ciblé en 2025 et 2027. Donc, il va y avoir environ 200 milliards de stocks de dette high yield qui vont devoir être refinancés par les entreprises au cours des prochains trimestres. En général, quand une entreprise arrive à 12-18 mois de l'échéance d'une dette obligataire, le CFO, le directeur financier de l'entreprise, dit on va essayer de refinancer cette dette sur le marché des capitaux. Et on émet donc une nouvelle dette en primaire et on essaie d'attirer le chaland en quelque sorte en offrant une prime complémentaire par rapport à une obligation qui est déjà sur le marché secondaire pour un émetteur pour un émetteur A. Pardon. Donc aujourd'hui, quand on va s'exposer à ce fonds 2029, on va aller capter, on va participer aux primaires sur tout un tas de sociétés qui vont émettre de la dette en 2024 et en 2025 pour refinancer ce mur de la dette qui arrive sur les 2 prochaines années. Et donc, on va avoir une prime pour cela, on va avoir une prime au primaire, une new issue premium. Et cela va se faire avec des conditions de taux qui vont être plus élevées que les dettes qui vont être remboursées, puisqu'on l'a dit, il y a une réallocation du coût du capital. Et donc, on va avoir des coupons qui vont être plus élevés. Et le fait d'avoir des coupons plus élevés, c'est un deuxième élément qui est important ici, c'est qu'on va avoir un portage plus important et on va avoir finalement une désensibilisation un peu plus marquée sur les nouvelles obligations, puisqu'on aura un coupon qui sera plus haut. Voilà. En revanche, il y a un point d'attention qu'il convient de garder en tête, et c'était le graphique en bas à gauche de la slide précédente, qui est le ratio de couverture, finalement le ratio EBITDA sur charge d'intérêt, qui va avoir tendance à se dégrader. Puisque toute chose égale par ailleurs, si on dit que l'EBITDA reste stable mais qu'on a une charge d'intérêt qui remonte, on va avoir un ICR, un Interest Coverage Ratio, qui va être plus faible. Et donc ça, il faut le garder en tête parce que ça va pouvoir, en tout cas, ça va générer de la dispersion probablement dans le marché parce qu'il va falloir trier le bon grain de livret avec des acteurs qui ne pourront pas supporter des charges d'intérêt trop importantes. Et c'est là, justement, où nous, on intervient pour essayer de donner de la valeur ajoutée dans ce véhicule daté en allant sélectionner 70-80 entreprises qui, elles, pourront traverser 6 années de durée de détention. Et on sait très bien que durant ces 6 années, on va rencontrer des phases de cycle différentes, avec parfois de la macro qui est bien orientée, parfois une macro qui sera un peu moins bonne, des business models qui peuvent changer, des érosions sur les marges potentiellement. Et donc, on va essayer d'aller capter des entreprises qui parviendront
à traverser 6 années de cycle de crédit. Bon, ce slide-là, je vous l'ai présenté la semaine dernière. On souhaite simplement recontextualiser ce qu'est le marché du high yield. C'est un marché qui a été en forte mutation finalement depuis 15 ans. Quand on regarde la photographie du high yield aujourd'hui en Europe, on se rend compte qu'on a quasiment les 3/4 du gisement en nombre d'issueurs, en nombre d'émetteurs, qui sont identifiés plutôt sur la frange basse dans l'échelle de rating, B2 ou moins. Ça représente l'essentiel du gisement. Et donc, il faut garder en tête que lorsque l'on travaille cette matière du haut rendement, il faut être extrêmement sélectif. D'autant plus que je ne serais pas surpris au cours des prochains trimestres d'avoir une polarisation du marché avec des très bons acteurs qui performent et des acteurs très fragiles qui n'arrivent pas à traverser la prochaine phase de cycle. Donc, il faudra faire preuve de minutie dans cette sélection et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place dans ce véhicule. On l'a fait les années passées. On va essayer de poursuivre cette logique-là et d'aller chercher les bons acteurs avec les profils crédits qui ne se dégradent pas, mais au contraire qui s'améliorent au cours des prochaines années. Alors effectivement, cette minutie et cette importance de bien sélectionner les défauts, elle peut s'illustrer notamment par l'évolution des taux de défaut à attendre. Aujourd'hui, on est sur des taux de défaut qui sont relativement contenus. On est à 2,7% de taux de défaut en Europe en octobre 2023. Le consensus est assez bien placé pour octroyer une remontée du taux de défaut aux alentours des 3,5% sur les 12 prochains mois. Ce 3,5% de taux de défaut, c'est globalement la moyenne historique constatée dans le gisement du haut rendement. Le premier élément ici, c'est que cette remontée de taux de défaut, il ne faut pas nécessairement la voir comme une mauvaise chose. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une bonne chose, cette remontée de crédit, cette remontée de taux de défaut, parce qu'on va pouvoir réallouer le capital de nos investisseurs dans des meilleures conditions. Sur les 5-8 dernières années, on avait du risque, mais très peu de taux, finalement. Aujourd'hui, on a du risque, mais on a du taux qui est associé à ce risque-là. Et donc, le couple rendement-risque qu'évoquaient tout à l'heure Dimitri et Christophe, c'est l'illustration de ce qu'on va pouvoir faire ici. On a une matière qui est une matière mouvante, mais qui aujourd'hui nous permet d'aller verrouiller du rendement sur des entreprises. Pour peu qu'on aille chercher les bons acteurs, on parviendra à éviter les défauts. Alors, ça peut arriver des défauts. J'ai une totale humilité là-dessus. On pourrait avoir des défauts. Mais c'est la slide suivante, justement, Christophe, si tu peux nous y amener. Puisqu'on a des taux qui sont élevés aujourd'hui, on a un coussin de rendement qui nous permet éventuellement de se tromper. Alors, c'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire. On va essayer d'éviter les défauts, mais on est suffisamment confortable aujourd'hui pour dire que dans un portefeuille cible 2029 high yield, on va générer un taux de rendement actuariel qui va être entre 5,50 et 6% aujourd'hui dans les conditions de marché qui nous sont données actuellement, qui sont d'ailleurs des conditions de marché qui bougent énormément. Depuis 2-3 jours, c'est assez volatile de ce point de vue-là. Si on part sur cette hypothèse de taux de rendement annuel de 60, et bien sur les 6 prochaines années, normalement, on devrait avoir une valeur liquidative qui se rapproche des 138, avec une base à 100. Ce 138, on a voulu déformer en fait le modèle pour montrer que si on avait 30% du portefeuille qui venait à faire défaut, avec des hypothèses bien sûr de récupération en ancien pair qui serait aux alentours des 30%, c'est ce qui est constaté actuellement sur les défauts dans le marché, et bien finalement, même 30% de taux de défaut nous permettrait d'atteindre quasiment un break-even sur la valeur liquidative. C'est assez étonnant de pouvoir dire qu'on peut accepter un tiers du portefeuille en défaut et malgré tout, on ne perdrait pas d'argent.
On va pas chercher à faire 30% de taux de défaut, hein. D'ailleurs, si je fais 30% de mon portefeuille qui part en défaut, c'est vraiment, j'ai été très mauvais sur le bond picking, mais ça peut arriver des défauts. Ce qu'on veut mettre ici en avant, c'est qu'on a un coussin qui est suffisamment important pour générer malgré tout de la performance dans un contexte de marché qui va être volatile, très peu lisible, avec des phases de cycle de marché qui vont être probablement assez difficiles sur les prochains trimestres. Et bien, malgré tout, ça fait du sens aujourd'hui d'exposer vos clients sur un fonds daté à yield 2029, essentiellement pour cette composante de taux de rendement. Les caractéristiques de ce portefeuille, qui est un portefeuille cible naturellement, puisqu'on va avoir toute une construction qui va s'opérer en 2024 au fur et à mesure que les émissions vont arriver sur le marché pour refinancer ce fameux mur de dette 25-26. Donc, les caractéristiques aujourd'hui, c'est quoi? C'est de générer un rendement qui soit supérieur à celui de notre indice de référence, qui est l'OAT 5 ans plus 300 points de base. Grossièrement, c'est de faire plus que 5,5% de rendement. On offre une valorisation qui va être quotidienne dans ce fonds. Ça, c'est un point qui me paraît important à souligner. Une diversification des lignes. On cible 80 lignes dans ce portefeuille. Une notation moyenne simple B. Et c'est là où peut-être on peut se différencier de la concurrence, et qu'on va essayer d'aller exprimer toute notre valeur ajoutée en allant sélectionner des dossiers, et plutôt des dossiers qui sont dans le compartiment des simples B. Une relative équipondération dans le portefeuille avec un maximum de 3% par ligne. Une majorité des lignes, bon, ça on l'a dit, qui vont se constituer avec cette prime au primaire qu'on va capter. Et puis le dernier élément, et c'est un élément qui s'inscrit pleinement dans ce qu'a pu dire Dimitri en préambule, c'est que ce fonds-là sera noté article 8. Donc on va prendre en compte des critères extra-financiers, et cette prise en compte des critères extra-financiers, ça va pas être moi tout seul qui vais pouvoir faire ça. Non, on est une équipe chez Sony, et donc on va s'appuyer notamment sur un analyste ESG qui est dédié à ce travail et qui va nous permettre finalement de valider que notre sélection fondamentale, donc cette sélection financière finalement, est bien en cohérence avec ce que l'on souhaite donner d'un point de vue extra-financier. Ça, c'est un élément qui est effectivement important à nos yeux. Bon, bah, c'est pas mal. Voilà. Et effectivement, avec... Bon, écoutez, moi, alors, juste pour faire la conclusion aussi sur ce fonds 2029, parce que c'est notre univers historique, le bond picking, le high yield, d'aller chercher du rendement et de la rémunération. Un élément qui a expliqué quand même et qui est essentiel dans ce qu'a dit Kevin tout à l'heure, c'est que le coussin de rémunération aujourd'hui permet d'accepter tout un tas de choses. C'est ce qui a aussi beaucoup changé dans l'univers obligataire. C'est-à-dire que, imaginez évidemment, 30% de défaut, c'est une vue de l'esprit, c'est pour alimenter la discussion, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive sur un fonds dans lequel l'univers de risque est bien supérieur à ce qu'on pourrait imaginer, même dans des cas extrêmes, j'ai envie de dire, on est assez confortable parce qu'au bout du compte, même dans l'extra extrême, au pire, ce sera déceptif, mais déceptif dans un horizon, dans un environnement positif. C'est ça qui change la donne aujourd'hui avec le crédit. C'est-à-dire qu'avec les niveaux de rémunération qu'on peut avoir, même si on ne va pas toucher le niveau de rémunération espéré parce que ça se passe moins bien pour pléthore de raisons qu'on n'a pas identifiées aujourd'hui au moment où on se parle, ça veut dire que ce coussin de sécurité lié au coupon permet d'accepter toute cette chose et qu'au bout du compte, on sera positif. Quand les taux étaient à zéro, finalement, on était directement sur le sommier, on n'avait pas de matelas de sécurité. Et là, pour le coup, quand il y avait un problème, finalement, c'était déceptif, mais en territoire négatif. Là, c'est plus le cas. Et bien évidemment, quand on s'adresse à des clients finaux, c'est quand même plus facile de dire on a fait moins bien et au lieu de faire 5, on a fait 4, que de dire on a fait moins bien et au lieu de faire 2, on a fait moins 5. Donc, ce n'est pas exactement le même environnement dans lequel on est. Et ça, c'est un élément qui est bien évidemment fondamental parce que ça permet de faire des choses très différentes et d'être bien plus confortable quand on parle à ses clients sur un environnement où là, on a une bonne visibilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment essentiel. Pour revenir aussi sur un point qu'évoquait Kevin, là, on donne un rendement supérieur à 5, alors qu'on avait tout à l'heure, sur le slide qui montrait Kevin un rendement supérieur à 7.
voilà, les choses sont mouvantes, bien évidemment, et l'idée, c'est d'aller faire au-delà de ce rendement cible que vous avez à l'écran. Hein, parce que si c'est juste pour faire 5, évidemment, il va en manquer un morceau. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de ça, c'est que ce qui est fondamental pour nous, c'est que sur ce fonds-là en particulier, on va bénéficier de quelque chose qui avait été peu important sur les dernières années, c'est qu'il va y avoir de nouvelles émissions obligataires qui vont arriver. Et pour Kevin, ça va être assez formidable parce qu'il va pouvoir faire son marché avec des nouvelles obligations, avec du nouveau papier, avec des nouveaux niveaux de rémunération, et on va profiter de la connaissance qu'on a déjà de ces émetteurs-là, parce que on a cette connaissance historique chez Sony, c'est le travail de Kevin depuis maintenant très longtemps. Cette connaissance des émetteurs va nous permettre de savoir s'ils ont finalement les canons de beauté nécessaires pour intégrer ce portefeuille-là et aller chercher le niveau de rémunération attendu, voire plus. Et c'est ça qui change la donne aujourd'hui sur une opportunité 2029, et c'est ce qui valide aussi le fait qu'on décide d'aller un peu plus loin en termes de duration que d'habitude, on était sur des données un peu plus courtes. Donc globalement, aujourd'hui, ça coche beaucoup de cases pour aller chercher de la rémunération sur cet univers du crédit. Et j'ai envie de dire, entre les deux fonds qu'on a aujourd'hui à l'écran, Green Bonds 2028, avec une approche très investment grade, très ESG, avec une vraie histoire à raconter sur l'univers de ces émetteurs-là, et cette partie high yield 2029 où on est vraiment à l'autre bout du spectre avec une autre sélection de titres. Donc globalement, il y a de quoi faire son marché aujourd'hui à l'intérieur de ces deux produits-là qui cochent quand même beaucoup de cases. Et c'est cette raison pour laquelle on en a fait deux. Parce que si on voulait voulu mixer l'un avec l'autre, honnêtement, on y avait réfléchi, mais ça donnait quelque chose qui ressemblait pas à grand-chose finalement. Il n'y avait pas assez de spécificité et finalement, c'était plus dur de choisir en disant bon, là, on fait un peu de ESG, un peu de ceci, un peu de cela. Bon, c'est pas vraiment l'ADN de Sony. On n'aime pas faire des trucs de pisse-froid. Voilà, c'est pas un peu ci ou un peu ça. On va directement sur ce qui nous semble être le plus évident. Et là, pour le coup, on a deux fonds très diversifiés qui permettent de répondre à plein de problématiques différentes. Dans l'univers dans lequel on est, ça devrait être très confortable. Donc, je crois que j'ai répondu d'ailleurs dans cette conclusion à quelques questions qui se posaient. Oui, ces deux fonds donc, sont article 8. Et le Green Bonds, il est 8 et pas 9 pour une raison assez basique. C'est article 9, évidemment, on y avait réfléchi. Hein. Alors là, pour le coup, c'était un univers un peu plus marketing, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas plus loin pour faire un article 9 ? Sauf que pour être article 9, ça nécessite d'autres contraintes qui ne sont pas cohérentes avec l'ensemble de l'univers qu'a expliqué Dimitri tout à l'heure. C'est-à-dire que pour être article 9, il faut que la société de gestion, elle valide un projet sur une thématique spécifique et qu'elle puisse valider tout un tas de data pour correspondre à cet article 9. Alors si on avait fait ça, on aurait eu un gisement des Green Bonds qui était beaucoup plus court parce qu'il aurait fallu répondre à une seule problématique, à un seul projet. Et ce n'était pas l'idée de ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas justement pousser le bouchon trop loin en termes de sélectivité pour nous garder la capacité d'aller faire plus d'obliques différentes avec un choix plus large, sur des secteurs plus larges et surtout sur des projets plus larges. Ce que ne permettait pas un fonds article 9 sur lequel il fallait être bien plus précis et bien plus focus. Et donc, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire en termes de diversification et en termes d'histoire à raconter. Et si je peux compléter ce que tu viens de dire, Christophe, c'est vrai que finalement, l'objectif du fonds Green Bonds, c'est d'aller investir sur des projets bien spécifiques pour l'environnement. La nomenclature SFDR, qui propose les articles 6, 8 ou 9 pour différencier les fonds, l'objectif des articles 9, c'est exactement la même finalité finalement, c'est d'aller financer des projets à impact, des choses bien précises dans un cadre ESG très contraint, très précis. Pour une raison assez particulière, qui est que aujourd'hui la réglementation SFDR ne reconnaît pas, et étant donné que c'est une réglementation différente de l'Union européenne et des Green Bond Principles, il n'y a pas de reconnaissance mutuelle au sein de la réglementation SFDR sur les Green Bonds. Les Green Bonds ne sont pas reconnus comme étant des obligations spécifiques ESG alors qu'elles le sont dans une autre juridiction. Donc c'est plus un problème de juridiction qui fait que, à notre sens, un fonds 100% Green Bonds, par essence, devrait être article 9. Mais c'est juste un problème de nomenclature, de régulation qui fait qu'on ne peut pas afficher cet article 9. Et effectivement, comme tu l'as dit, Christophe, les contraintes en termes de gisement auraient finalement fait perdre une partie de l'essence même du fonds Green Bond. Et c'est pour ça qu'on a préféré rester en article 8 sur ce fonds. Et ben voilà, c'était la conclusion. Merci infiniment à tous. Passez un bon week-end, j'espère ensoleillé. Voilà. Donc pour les Parisiens, ça va pas être facile. Mais globalement, voilà, passez un bon week-end. À très bientôt et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Ah oui, il y a une dernière question. Évidemment, vous allez recevoir cette présentation à tous les gens qui étaient là, le replay de la présentation également, pour avoir toutes ces données confortables. Et puis une dernière question aussi auquel il faut que je réponde. Et elle est bien posée parce que j'avais oublié. La période de commercialisation des fonds va être jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, on a toute l'année 24 pour pouvoir commercialiser des fonds.
les fonds ont été agréés il y a une quinzaine de jours. On va faire le nécessaire avec l'ensemble des assureurs avec lesquels vous travaillez pour référencer ces fonds qui devraient être référencés courant du mois de janvier pour une commercialisation globale sur toute l'année 2020. Voilà, écoutez, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Si j'en ai oublié, excusez-moi, mais je ferai le relais tout à l'heure et je ne manquerai pas de rappeler ceux à qui j'ai oublié de répondre aux questions. Merci infiniment. Kevin, merci. Dimitri, merci. Bon week-end à tous. Merci à tous. À très bientôt. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. Au revoir.